Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Voix Off. Je suis très content de vous accueillir une nouvelle fois. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie et Cyril Lours qui sont des commerçants de Figeac. Je suis très content de les accueillir. Ça fait quelques temps que je voulais les recevoir dans mon émission. Je vous rappelle évidemment, comme à chaque fois avant de débuter, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce en l'air et de vous abonner parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Et c'est la meilleure façon en fait finalement de pouvoir après retrouver toutes les vidéos assez facilement. Je vous rappelle aussi très rapidement, si jamais vous voulez trouver sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez Voix Off Figeac et ce sera très simple pour vous de retrouver les dernières vidéos. Voilà, donc ceci étant dit, on commence dès à présent et j'accueille du coup Cyril et Mélanie. C'est parti. Bonjour Cyril, bonjour Mélanie. Bonjour. Salut Anthony. Comment ça va? Impeccable. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelques temps que je t'en avais parlé, à toi Cyril, et je voulais vous avoir tous les deux. Bien, merci à toi. Voilà, donc écoutez, je suis très content. On va commencer, comme d'habitude, je vous propose en termes de plan un petit peu la même chose. Au début, se présenter, parce qu'il y a des gens qui des fois découvrent la chaîne, ne sont pas forcément de la région. Donc ça peut être cool de commencer à vous présenter. Et puis après, on regardera un petit peu votre parcours, voilà, par où vous avez passé avant d'arriver voilà, avec ces deux boutiques que vous avez aujourd'hui. On va aborder un sujet que j'aimerais bien, voilà, j'aime bien avoir des sujets un petit peu annexes. Et typiquement, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la fast fashion. Donc c'est une tendance, voilà, avec Internet, beaucoup de gens en fait abordent ce sujet-là du prêt à consommer rapide et qui a des vrais impacts aussi écologiques. Donc ça peut être un sujet qui va être intéressant. Quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'était, j'aime bien en fait, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'aime bien savoir déjà avant, pour comprendre un petit peu votre parcours, avant de monter votre première boutique, tout ce que vous avez fait. En plus, on en a parlé un petit peu en off et vous m'avez fait part du fait que vous aviez quand même une vie avant. Peut-être on va commencer avec toi Cyril. Toi, tu as ton parcours avant de monter ton magasin. Est-ce que tu as fait des formations? Je sais que tu es passé par l'armée, etc. Donc, c'est quoi ton parcours? Moi, comme beaucoup de stagiaires qui passent au magasin, questionnement sur mon futur. Ouais. Plusieurs métiers qui me plaisaient, paysagiste, pompier, militaire. Ah oui, c'était vaste. Ouais, c'était assez vaste et il a fallu faire un choix. Ouais. Et j'ai passé des examens, j'ai passé des tests à l'armée de terre, armée de l'air. Ouais. L'armée de l'air m'a répondu en premier et feu, quoi. Je suis parti à 18 ans. Est-ce que tu as des gens dans la famille qui sont passés par l'armée ou pas? Ouais, notre frère qui a fait 11 ans dans l'armée de l'air. Un frère? Ouais. Oui. Ah, je savais même pas. Un grand frère. D'accord. Ok, qui s'appelle? Xavier. Ok. Et qui a 4 ans de plus que moi, 6 ans de plus que Mélanie. Ouais. Ok. D'accord. Et du coup, lui est passé par l'armée? Il est passé par l'armée et du coup, avec 4 ans de différence, je le voyais faire et ça me faisait envie, quoi. Ouais. Ça me faisait envie et j'ai passé les tests. Il m'a dit, vas-y Cyril, tente. Et ça m'a plu. J'ai fait 5 ans dans l'armée de l'air, du coup, en tant que pompier. Okay. 5 ans où je me suis vraiment épanoui. Et après, derrière, des envies de voir autre chose. Ouais. Et de créer quelque chose. On a une famille aussi de commerçants, nos parents qui ont eu, ils ont été ambulanciers pendant 11 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Après, ils ont acheté un bar. On a des oncles qui tiennent des commerces aussi et ça m'a toujours fait envie de créer quelque chose. D'accord. Et après, cette idée de monter un magasin de vêtements parce que j'aimais bien la sape. Alors, je suis pas non plus à la pointe de la mode, mais j'aime plus que la moyenne quand même. Voilà, j'aime la mode quand même. Et petit, je m'amuse à dessiner sur mes jeans. Ouais. Quand il y a un petit trou, paf, je déchirais mon jean. Customisé et tout. Ouais, voilà. Et t'as fait de la couture et tout? Non, j'ai pas fait de couture, non, pas du tout. Non, okay. C'était plus du dessin. Et d'ailleurs, mes parents me poussaient là-dessus. Et après, après, le projet est arrivé pour tous les deux, où moi j'ai voulu racheter un magasin de sport. Ouais. Et en fait, on a fait étudier le bilan à un comptable. Et le comptable dit, écoute Cyril, je te déconseille parce que tu vas te casser la gueule. Ouais. Alors, il y avait un achat qui était assez élevé. Ouais. Le gars sortait pas de salaire. Le magasin était vieillissant. Des surfaces de 250 mètres carrés, donc il faut tout. C'était un emplacement à Figeac, du coup? Non, c'était sur Decazeville. Okay. Donc j'ai laissé tomber, j'ai repris, j'ai fait une formation monteur dépanneur en clim parce que je voulais pas rester à rien faire. D'accord. Et après, du coup, on se voit avec Mélanie et elle me dit, mais pourquoi tu relances pas ton projet, tu m'embauches? Okay. Ben, j'ai dit, écoute, je vais pas lancer le projet tout seul, si ça t'intéresse, on le fait à deux, quoi. Ouais. Donc on en avait parlé comme ça, on a laissé un peu tomber et un Noël, un repas de Noël, on en reparle et
Et là, en fait, le projet est lancé et 2 ou 3 mois après, Mélie Rocli est née, quoi. Ok. Ouais. Super. Bah écoute, c'est cool déjà d'avoir un aperçu. Toi, Mélanie, toi, tu étais partie donc dans la coiffure. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une scolarité normale à Morse jusqu'à la 3e. En 3e, les profs, conseils de classe. Mélanie, tu vas en seconde. J'étais pas trop mauvaise, j'étais pas dans les meilleures. Moi, aller en seconde, ça m'emballait pas. Moi, j'avais envie d'apprendre un métier. Du coup, j'en parle à mes parents, on va voir la conseillère d'orientation. Une fille à l'époque, qu'est-ce qu'on lui propose? Coiffure, esthétique, couture. À Decazeville, il y avait une école de couture. Okay. J'avais 15 ans, mes parents allaient dans une école à Toulouse de coiffure parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse un CFA, ils voulaient quand même que je continue l'école, donc être vraiment pas en apprentissage. Nous voilà partis pour m'inscrire à Decazeville. On va récupérer mon dossier à Morse et là, le proviseur dit Mélanie est prise à Toulouse. D'accord. Dans une école de coiffure. Mon père, oh là là, Toulouse, 15 ans, ça craint quand même un peu. Finalement, il a cédé parce que moi, je voulais aller en école de coiffure. Du coup, je suis partie à Toulouse. J'ai fait 2 années de CAP. Après, j'ai fait une année de mention complémentaire et j'ai fait 2 ans là en apprentissage, le brevet professionnel. Ouais. Et quand j'ai eu le brevet professionnel, j'ai dit j'arrête. Okay. J'ai voulu arrêter. Mes parents m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver. Et là, t'en avais trop fait, t'en avais marre? Ouais, ça me plaisait pas. J'avais fait 2 ans, ça me plaisait. Mon apprentissage en mention complémentaire, en fait, ça me plaisait plus trop parce que j'avais fait un apprentissage dans un salon où ça m'avait un peu dégoûté. Okay. Un peu dans les beaux quartiers, un peu chicos. Ouais, très strict. Ouais, voilà. Et ça m'avait un peu dégoûté du métier, mais mes parents m'avaient dit on t'a payé tes études jusqu'à présent, ce serait bien que tu ailles jusqu'au bout. Bien sûr. Et après, tu feras ce que tu voudras. Mais ils étaient pas en PLS un peu quand tu leur as annoncé ça quand même? Non, on a toujours eu quand même des parents quand même à l'écoute de nos envies et du coup on a toujours fait quand même ce qu'on voulait faire. Okay. Du coup j'ai eu le brevet professionnel et là j'ai dit j'arrête. Je me suis laissée pendant un mois un peu, tu vois, vagabonder. Mon père me rappelait tous les matins à 8h. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher du boulot? Oui, papa. Donc là, j'ai trouvé du boulot en prêt-à-porter à Toulouse, chez ProMode, à la Beige. Et après, je suis tombée amoureuse de mon mari. D'accord. Qui vivait dans le Lot-et-Garonne, à Agen. Et j'ai dit à mes parents, il faut que je parte vivre dans le Lot-et-Garonne. Ouais. Là-bas, il y aura du boulot. Je trouverai un boulot fixe. Donc voilà, je suis partie vivre dans le Lot-et-Garonne, où j'ai travaillé chez Blue Box pendant 5 ans. Donc j'avais l'expérience du prêt-à-porter et ça rejoint un peu l'histoire de Cyril qui, sur un pari, on s'est dit, allez, on le monte, quoi. Je voulais que lui le monte et qu'il m'embauche. Elle avait l'expérience que je n'avais pas. Voilà, dans le commerce. Mais après, vous aviez quand même tous les deux ce côté entrepreneuriat, parce que être passionné par un secteur, tu peux, tu vois, mais pour autant, ça n'implique pas que tu vas entreprendre, quoi. Ouais. Après, il y a eu un gros questionnement quand même tous les deux sur la faisabilité du projet, parce que tu engages quand même un peu d'argent. Après, tu as la famille, tes proches qui ont envie de te conseiller, mais d'un côté, ça leur fait peur. Mais du coup, ça te rassure pas non plus. Objectif, ouais, bien sûr. Tout le monde ne croyait pas à notre projet. Non, surtout qu'au début, nous, quand on a lancé le projet, le textile, c'était vraiment pas le secteur où il fallait aller, quoi. Ouais. C'était au moment où déjà Internet explosait pas mal et il y avait ce risque aussi, non? Il y avait Internet. Nous, à l'époque, quand on s'est monté, il y avait Célio qui se montait en même temps. Oui, c'est vrai, ouais. Célio. Et aujourd'hui, nous, le pari, ce qui fait que ça a marché, c'est aussi ce qu'on a apporté une nouvelle gamme à des prix abordables. Ouais. Après, un rapport qualité-prix qui est très bien, des collections changeantes. Après, on en reviendra sur ce que tu dis. Bien sûr. Mais et je pense que ce qui a fait que le magasin a marché, et après c'est pareil, on a quand même au début il a fallu cravacher pour que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour que ça tienne, quoi. Ok. Ouais. Alors si on part maintenant sur le parcours en tant que tel et qu'on part du coup sur le projet, ça remonte à quelle année que vous commencez déjà vous étiez pas à l'endroit où vous êtes actuellement? Non. Vous étiez Québécière, c'est ça. Et donc vous ouvrez quelle date? Le 10 avril. 10 avril. Tout à fait. De quelle année? 2010. 2010. Ok, donc ça fait 15 ans. Oui. Ok.
Et alors, comment ça se passe les premiers jours voilà, vous commencez, c'est le bordel ou ça va, vous vous retrouvez d'entrée Les premiers jours, moi, je me rappelle, première ouverture, j'étais derrière ma caisse, j'étais pas rassuré du tout. Ouais. J'ai dit à Mélanie, tu vas devant. Oui, parce que le contact, ça c'est quelque chose qui est un peu naturel chez vous ou pas forcément? Non, chez moi non. Ok. Chez moi non. Mélanie était au plus, ouais. Ça a été plus du Oui, avec la coiffure aussi, peut-être t'as dû en voir. Ouais, et puis j'avais travaillé en prêt-à-porter, donc Oui, moi aussi. ça me faisait pas du tout peur. Je savais ce que c'était qu'accueillir un client, le conseiller sur les vêtements. C'est pas quelque chose qui me faisait peur, non. Ouais, c'est vrai que tu faisais un peu le timide au début. Ouais, au début, moi, j'étais pas du tout rassuré, normal. ouais. Et après, avec le temps, ça vient et t'apprends. C'était quoi les premières marques? Vous avez toujours eu les mêmes marques avec qui vous travaillez, les mêmes fournisseurs et tout, ou ça a été changé? Ouais, enfin, une marque à laquelle on est resté fidèle, enfin, surtout le groupe avec qui on est resté fidèle, c'est Bestseller, c'est un groupe danois. Ok. Et après, tout le monde connaît aujourd'hui Jack & Jones, Sony. Après, je peux en citer d'autres qui ne sont pas dans notre boutique, mais Villa, Vero Moda, Selected, Pieces. Pieces. Pieces, vous en aviez fait un peu, non, une époque? Ouais, on l'a Pieces, ouais. On l'a, ouais. Qu'est-ce qu'on a rentré après à l'époque? On avait débuté aussi avec Vans, New Era. Ouais. Et après, il y a des marques éphémères, des marques avec qui on travaille. On voit que finalement dans le magasin, elles ne sortent pas, du coup on les arrête, on les remplace par d'autres marques. Okay. Vous bossez aussi avec des marques locales un peu des fois? Je sais que tu me disais que tu bossais de temps en temps. Ouais, alors après, c'est pas évident aujourd'hui pour une question de marge. Ouais. On a rentré là à Noël dernier des t-shirts Malou. Des jeunes de Saint-Cyré qui ont créé leur marque et pour leur rendre service entre guillemets. C'était vraiment pour voir quel ressenti avaient les clients quand il y avait leurs produits en magasin. Et en fait, c'est une marque qu'on a bien vendue à Noël. Ok. Et je pense qu'ils étaient assez contents. Après, je mettrai leur lien si tu veux en commentaire, comme ça, si les gens veulent le trouver. Ouais. Après, voilà, là où ça peut être dur, après, c'est d'arriver justement à proposer des nouveautés régulièrement et à se faire connaître, quoi. C'est plus dur. Ouais. Parce que comment ça se passe du coup tu peux pas, enfin moi c'est, étant donné que je suis je pense l'un de vos clients les plus vieux parce que moi j'y étais quasiment dès le début et depuis des années, c'est quand même important en fait, on sent quand on rentre dans votre magasin déjà que c'est quelque chose que vous aimez, mais que ça se renouvelle énormément au niveau des marques, au niveau de ce que vous proposez, voilà, les tendances changent, etc. Comment est-ce que vous vous organisez justement à ce niveau-là? Est-ce que c'est parce que c'est de par vos recherches personnelles? Comment vous faites pour toujours vous tenir à jour et pas rentrer dans le truc de j'attends le commercial, je prends ce qu'il me propose et ciao, quoi. Parce que j'imagine que vous-même, vous devez partir un peu à la recherche des choses, des trucs un peu tendance, quoi. Au début, tu es un peu obligé de faire ça. Ouais. Parce qu'au début, ton magasin n'est pas connu. Donc, tu es obligé d'aller chercher les marques. On avait fait le Woosnex à Paris. C'est un salon? C'est un salon, c'est le salon de la mode qui se tient, c'est en janvier et en septembre, je crois, il y en a deux. Il y a le salon automne-hiver et printemps-été. Ouais. Et après, quand on va faire les collections, des fois on travaille avec des commerciaux, donc ils sont embauchés par une marque. Et après, des fois, on travaille avec des agents. Okay. Les agents, eux, ils sont à leur compte et ils vont représenter plusieurs marques. D'accord. Et quand tu vas faire les collections, notamment avec des agents, tu te retrouves soit dans des hôtels ou alors ils louent carrément des pièces et tu te retrouves avec d'autres agents à côté. Donc même en allant choisir une seule marque, tu te retrouves avec plein de marques à côté. Donc ce qui fait que tu peux aller faire du picking, aller regarder ce qui se fait à droite, à gauche et t'ouvrir un peu autre chose. Et t'ouvrir autre chose. Après la difficulté, Mélanie, c'est avec le comptable, c'est la gestion du stock. C'est pas de s'emballer, de partir avec 36 marques et acheter partout et pas rentrer du choix dans les marques avec lesquelles tu travailles, c'est le plus dur. Et à savoir aussi que le groupe Bestseller, c'est 8 collections par an. Donc c'est-à-dire qu'on fait une collection tous les 1 mois et demi et tu as des nouveautés qui arrivent tout le temps. Ok. Parce que comment vous qualifieriez votre positionnement, que ce soit en termes de prix ou en termes de style? À peu près, juste pour des gens peut-être qui ne connaîtraient pas. Moi je pense qu'on est en moyenne gamme chez Mélie Rockley. Donc assez accessible. Ouais, tout à fait. Alors faut pas que ce soit trop sport, on va dire. C'est des marques qui suivent les tendances. Alors voilà, c'est pas des marques qui vont sortir le produit à l'instant T. Quand tu vois sur Instagram, maintenant il y a des influenceurs, ils vont te sortir. Je sais pas un exemple, on a reçu un haul avec les nœuds devant pour les filles. T'as des marques qui sont très forts, ils vont faire du pronto. Ils sont capables de te le créer rapidement et te l'amener de suite en magasin. Ah oui, d'accord. Les marques avec lesquelles on travaille sont plus sages. Ils vont sur des produits qui sont sûrs. Ils réfléchissent une collection d'une année sur l'autre, voilà, etc. T'es sûr quand tu le rentres que c'est des produits qui vont marcher. D'accord.
Ok, ouais. Ouais, ils font des vraies études de tendance, ils sont capables de savoir en avance ce qu'ils vont Voilà, ouais. Mais tu sais, les codes de couleurs qui sont connus 2 ans à l'avance. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Et ça, du coup, effectivement, peut-être de bosser avec des multimarques, enfin pas des multimarques, mais des gens qui peuvent vous proposer d'autres trucs à côté, ça vous permet de toujours alimenter, de garder un œil, tout en conservant quand même un axe qui va respecter un peu votre direction artistique, on va dire. Ouais. Parce que c'est quand même important. Enfin, tu sais que quand tu vas chez Meli Rockly, ça sera pas pareil que si tu vas chez une autre boutique et voilà, tu vas pas chercher. Après, ce qui est intéressant aussi avec ces marques-là, c'est que tu prends la France, elle est quadrillée en 4. Les collections dans le nord et dans le sud sont pas les mêmes. Nous, on a beaucoup de clients qui sont de Paris, Bordeaux, Lyon. Quand ils viennent, il y en a qui ont des dons secondaires, quand ils viennent en vacances ici, ils sont assez étonnés. On n'a pas les mêmes produits chez nous. Ouais. Mais en fait, tu n'as pas les mêmes collections. Même pour une même marque? Pour une même marque, ouais. On ne fait pas les mêmes choix. Il y a les choix que tu fais qui sont pas les mêmes, mais après, les agents du Sud vont acheter en fonction de... Toi, dans le Sud-Ouest, on va pas s'habiller forcément comme dans le Sud-Est. Bien sûr. Les casquettes, à l'époque, je te parlais de ça au tout début quand je faisais des casquettes, c'est pas évident. C'est la mode des visières plates, ça a cartonné dans le Sud-Ouest. Tu viens plus dans les terres, ça se vend un peu moins. D'accord, ouais. Donc il y a un choix à faire aussi là-dessus, de pas se tromper, de savoir qui tu vas cibler. Ouais. C'est d'où l'intérêt d'aller chez un commerçant local aussi. C'est que du coup, si tu vas aller dans telle ou telle région, tel ou tel endroit, telle ou telle boutique, même si c'est la même marque, tu n'auras jamais la même sélection. Quoi, en fait. Non, alors, tu peux trouver des produits similaires, mais tu n'auras jamais un magasin à l'identique. Quoi. Ouais. Okay. Même nous, avec les sports, aujourd'hui, tu as les sports qui font les marques qu'on fait. Eux, ils sont plutôt sur les produits, on appelle prix, un peu moins cher. Nous, on essaie de vraiment se différencier en tant que jeaner, de prendre des produits, je ne veux pas dire plus chers, mais quand même qui soient plus jeaner, plus mode. Ouais. Ok. Et si on reprend un petit peu là au niveau du parcours, on a fait une petite digression, mais c'est intéressant. Vous ouvrez donc du coup, tu me disais en 2010. Vous restez dans ce local combien de temps à peu près? On a déménagé en 2018, septembre 2018. D'accord. Exactement. Okay. En fait, on a fait presque 8 ans. Ouais. Et c'est entre la 8e et la 9e qu'on a changé de local. Ouais. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé pendant ces 8 années en fait? Comment est-ce que les choses ont changé? Petit à petit, j'imagine que vous êtes de plus en plus à l'aise et vous faites votre clientèle. On a commencé à travailler déjà tous les deux. Ouais. Au tout début, Cyril, lui, travaillait à la carrière à Bagnac. Ok. Il me rejoignait le samedi, on ouvrait du lundi au samedi. Ah, vous aviez d'autres activités annexes? Lui, oui. Au début, quand on s'est lancé, non. Sauf que moi, j'ai la carrière Bagnac qui est revenue me chercher. D'accord. Et j'ai dit à Mélanie, c'est peut-être l'opportunité plus judicieux de travailler comme ça. C'est-à-dire que la Mélanie, elle pouvait mieux se rémunérer. Et moi, ce que je prenais pas, du coup, on peut le laisser en trésor. Ouais. Et on a fait ça 2 ans. Ouais. 2 ans où on travaillait du lundi au samedi. Et bien sûr, sans fermer le magasin, pendant 2 ans sans vacances. Et après, la 3e année, on a commencé à prendre 1 semaine. Ouais. Et après, on a commencé à dire, là, on ferme les lundis, parce que les lundis, on est souvent en collection. Ah, ok. On a refermé les lundis. Et il n'y avait pas grand monde d'ouvert le lundi et finalement, on n'avait personne le lundi. C'était pas... Ouais, c'est pas un jour qui a fonctionné. Non. Après, on a pris une apprentie, Justine, pendant 2 ans. Ouais. Justine est partie, on a pris Pauline, qui elle est restée 11 ans avec nous. Ouais, et qui vient tout juste de partir pour de nouvelles aventures. Et là d'ailleurs, maintenant on vient d'accueillir Margot dès aujourd'hui. On espère que sa route sera aussi longue avec nous que celle de Pauline l'a été. Et oui, en fait, on est une équipe en fait. On se considère vraiment comme une équipe. À savoir qu'on a maintenant aussi notre boutique où on a Chris qui la gère. Ouais. Et on est finalement 4, on peut le dire. Oui. Okay. Oui, on est 4. Oui. Okay. 4. Et après, voilà, chaque personne qui travaille avec nous apporte vraiment la boutique parce que tu as une autre vision qui arrive. On essaie d'écouter quand même, comme quand on prend des stagiaires, des 3e, même des CAP. Aujourd'hui, Instagram, Facebook, c'est indispensable. Ouais. Malheureusement, tu es obligé de te servir de ça aujourd'hui. Garder une visibilité. Ah ouais, tu es obligé de te servir de ça. Et comme TikTok aujourd'hui, on te met ça dans les mains, compliqué quoi. Il faut, t'as des jeunes qui vont t'apprendre, ils vont dire comment faire. Qui vous permettent d'être à jour quoi. Ouais, c'est toujours un bel échange. Du coup, vous restez là-bas donc pendant plusieurs années et puis après vous décidez de partir et pour plus grand parce que j'imagine que ça fonctionnait bien. Et donc vous allez vous installer 3 places Carnot. 3 places Carnot, donc juste à côté on va dire de l'Halle pour les gens qui s'y situent. Ouais. Et pourquoi déjà vouloir plus grand? Pourquoi ne pas rester là où vous étiez? Est-ce que c'est une question d'emplacement ou
Après, bon, je prends souvent la parole. Non, mais vas-y. Je te Non, laisserai. mais après tu peux parce que Mais- c'est un peu. Mais après, en fait, Mélanie, on part toujours, on voit toujours l'après, c'est-à-dire qu'on reste pas sur nos acquis. D'accord. On a toujours une vision, parce que ça fait toujours peur de te dire, aujourd'hui, ton salaire, hein, c'est nous qui nous le faisons. Donc, on ne peut pas rester sur des acquis. Et déjà, on avait commencé à chiner des vieux meubles on avait envie d'ouvrir un deuxième magasin. Ouais. Alors, on ne savait pas si on voulait le faire à Aurillac, si on voulait Chiner des meubles quand même qui stockaient dans mon garage. D'accord. C'est lui qui avait les idées, c'est toi qui. Ok. Donc on chinait des meubles et ça a été assez rapide parce que en fait on signe chez le notaire, on a les clés et on a rendez-vous l'heure d'après avec l'architecte et les artisans Ok. pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'avant, c'était une boutique aussi de fringues avant. Ouais, c'était une boutique de fringues qui a fait faillite et du coup nous on s'est positionné parce que c'était De suite. Dès ouais, qu'on de a su suite. que le local se libérait. En fait, c'est un liquidateur judiciaire qui avait ça. Du coup, tu es obligé de monter le dossier, faire des propositions de rachat. Et... Donc, notre dossier a été retenu. Et quand tu as les clés, en fait, tu sais pas du tout où c'est que tu vas. Et nous, quand on a su que la chaîne fermait, Mélanie, on est vite rentré dans le magasin, voir vite fait l'aspect, voir s'il y avait vraiment des gros travaux. Etc. Et on a vu qu'il y avait des grilles au sol pour chauffer. Et puis, déjà, on sait que les clim ne marchent pas. On connaissait une des vendeuses qui nous disait que les éclairages, les vitrines, ça marchait pas. Donc, on savait déjà qu'il y avait tous les lecs à refaire. Ouais. Et, les clims. Et au final, Et l'architecte... Cyril, même pas peur, allez, on y va. Non, on est parti vraiment. L'architecte qui me dit ouais, mais vous voulez ouvrir quand? On a dit en septembre, mi-septembre au plus tard. Okay. Elle a dit mais c'est impossible. J'ai dit si, on n'aura pas le choix. Il faut mi-septembre. Nous, on finissait l'ancien magasin mi-août. On avait fait la liquidation. Mi-août, c'est-à-dire qu'après, tu as un mois où tu rentres plus d'argent, où tu n'as plus d'activité. Ah ouais. Bon, après, ça se prépare, hein, mais... Ouais, mais là, on avait fait déjà les collections un an à l'avance. Voilà, parce que c'est toujours un an à l'avance. Et là, les collections continuaient à arriver. D'accord. Ah oui, donc du coup, vous étiez pris dans un engrenage qui fait que vous ne pouvez pas stopper, quoi. Voilà, quand on a eu l'opportunité d'avoir le magasin, en fait, on n'a pas pu anticiper les collections comme on commande 8 mois à l'avance. Et même les quantités, ça devait être bien plus important du coup, vu que la surface était plus grande. Ouais, après le petit magasin quand même, il était bien achalandé, c'était blindé. Donc du coup, c'était vachement plus pur, c'était plus épuré, c'était quand même plus agréable. Ouais. Et donc Magali nous dit non, mais ça sera pas possible. J'ai dit on n'a pas le choix, il faut y arriver. J'ai dit moi, s'il faut venir bosser le dimanche, venir le matin, je viendrai bosser. La pâte et voilà. Et en fait, on a eu une équipe d'artisans qui a été au top. Ouais. Des mecs qui se sont donné les moyens d'avancer, dont un l'électricien qui a même repoussé ses vacances. Et les commerciaux de Toulouse, t'en as 2 qui sont venus nous aider à mettre en place les produits dans le magasin. Et donc mi-septembre, on a pu ouvrir. Okay. Alors ce qui faisait rire aussi, c'est que les gens ils passaient comme il y avait de la poussière, on avait les portes ouvertes. Et les gens passaient, ils nous disaient mais vous n'allez pas y arriver, ça ne sera jamais ouvert à mi-septembre. Eh ben si. Eh ben si, on y arrivait. Je crois qu'on a ouvert le 18 septembre exactement. Ouais. Les souvenirs sont bons. Ok. Donc du coup là, vous prenez une autre ampleur, vous vous installez à un autre emplacement, le changement d'adresse, bon les gens, je me dis ça s'est fait relativement facilement. Et après, donc quelques temps plus tard, vous ouvrez une deuxième boutique. Oui. N'en ayant pas assez avec une, vous dites non. Encore un challenge. Ok. C'est moi qui avais un peu poussé Cyril. D'accord. Je voulais ouvrir une boutique Meliroki Kids. D'accord. Alors pas pour les tout petits, pour les, on va dire, les pré-ados, quoi. Ça allait de 6 à 14, voire 16 ans. Du coup, j'ai convaincu Cyril de l'ouvrir. Je lui ai dit, tu me casses les couilles. Je lui ai dit, c'est pas le moment. J'ai dit, on a toujours, en plus, on est sorti du Covid. Non, c'est pendant le Covid, je crois. Non, c'était juste avant, je crois, le Covid. Ou alors, on avait déjà été fermé, je me rappelle plus. On avait déjà fait le premier Covid, je crois. Là. Ouais, c'est ça. Et en fait, on avait tellement la demande au magasin, les mamans qui galèrent pour habiller les plus jeunes, qui veulent pas s'habiller les bébés, tu vois, ils veulent faire les grands. Je dis quand même, on en a la demande, il faut qu'on ouvre. Ouais. Donc là, c'est plus enfants et pré-ados, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Et là, on ouvre la boutique. Du coup, c'est moi qui la tiens pendant un peu plus d'1 an, je crois.
Et puis au final, au bout de 2 ans et demi, on voit que ça marche pas terrible. Okay. Parce qu'il n'y a pas la demande ou comment vous avez rétrospectivement, comment vous identifiez le fait que ça a pas marché? Moi, je pense qu'il y avait la demande puisqu'on nous le demandait, mais après, les gens nous disaient ouais, mais moi finalement, je fais avec Vinted. Ouais. Je récupère les vêtements du grand frère, de la grande sœur, du cousin, de la cousine. Et au final, on se rend compte que les enfants, c'est pas forcément la priorité. Enfin, après, moi, c'est mon ressenti. Quand elle dit que ça marche pas terrible, en fait, le magasin, on perdait pas d'argent, c'est-à-dire qu'on pouvait payer nos charges. Après, on a pris une salariée. C'est qu'en fait, c'est un système avec ces groupes-là où tu reçois des vêtements tous les jours. Ouais. Tu as des collections qui sont faites 8 mois à l'avance. Donc, tu es obligé de proposer des collections assez permanentes, quoi. Enfin, c'est assez récurrent, l'arrivage des produits. Et à un moment donné, tu as un cumul qui se fait et tu te dis, c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est pas bon. Donc, financièrement, le magasin était pas mal. Ouais. Et ce qui nous a permis aussi de rebondir. On s'est posé les bonnes questions au bon moment. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête là et on stoppe le magasin et on rend les clés, soit on se donne une année de plus pour essayer d'épurer un peu le stock, ce qu'on avait fait déjà 1 an à l'avance où on avait supprimé une marque, et ou soit on change totalement de projet. Et ce qui nous embêtait, c'est d'avoir eu ce local qui était bien et de tout stopper, parce qu'après quand tu es commerçant, t'as pas envie de fermer un magasin. Quand t'as un Célio qui ferme, ça nous fait pas plaisir. Parce que même Célio amène du monde. Oui, la concurrence, il faut de la concurrence. Nous, demain, t'as un autre magasin qui se monte. Et au contraire, on est content parce que plus t'as de magasins, plus on bosse. L'attractivité de la ville, du centre est que meilleure. Tout à fait. Et du coup, on a rebondi aussi parce que Anthony, qui avait chaque 46 à fermer, t'avais plus ce créneau un peu, on va dire, haut de gamme. On s'est dit, écoute, on va tenter ça, parce que moi, quand je faisais des collections avec un agent, je voyais Blanco à côté, j'allais faire j'allais voir un peu la collecte, j'étais, c'est pas mal. Et du coup, après, c'est pas le Blanco qu'on a connu il y a 10 ans en arrière, c'est vraiment Blanco qui s'est modernisé. Et on a dit, allez, go, on tente ça, on se donne 3 ans. Au bout de 3 ans, si ça marche pas, pareil, écoute, on aura tenté. Vous êtes plutôt content pour le moment de ce que ça... Ouais, pour l'instant... c'est Mitch, on est d'accord? C'est Mitch, ouais. Pour l'instant, on est content, mais toujours pareil, on aimerait que ça soit mieux. Mais il faut du temps pour le faire connaître. Et le plus dur, c'est ça, c'est d'arriver à faire venir la clientèle dans Figeac, c'est le plus dur. Ouais. Après, on entend de tout. Après, on va parler pareil de politique, mais les places de parking, beaucoup de clients râlent, que c'est compliqué pour se garer, des clients qui se disent oh, mais moi j'ai plus envie de venir parce que des fois tu te gares, tu dépasses, tu prends une amende. Quand t'entends ça de la clientèle, ça fait un peu rager parce que nous on essaie de se donner les moyens d'apporter des projets dans le Figeac et t'as des clients quelque part, ils galèrent un peu pour venir, quoi. Rétrospectivement, donc on a balayé rapidement votre parcours et les différentes étapes. Rétrospectivement, quels ont été les moments les plus difficiles, on va dire, dans la construction de cette boutique? Qu'est-ce qui a été compliqué et qu'est-ce qui a été aussi peut-être des moments clés dans ce que vous avez vécu? Le départ, déjà, ça a été un peu galère à un niveau paperasse. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on n'a pas forcément été bien accompagnés. On a un peu galéré au niveau des papiers. Souvent, tu as des structures qui t'accompagnent et nous, en fait, on s'est tapé toutes les démarches, aller à Cahors juste faire un tampon. Alors qu'aujourd'hui, tu prends un avocat qui s'occupe du juridique, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Et là-dessus, on n'a pas été super bien conseillés. L'accompagnement financier, on a eu pas mal de banques, notamment une où ça a été on te casse un peu ton rêve, quoi. On te dit non mais votre projet on n'a pas fini l'entretien d'ailleurs. C'est tout sauf un projet. La banquière elle croyait pas du tout à notre projet et ça nous a un peu... elle a vu 2 jeunes arriver, si tu veux, et à l'époque elle savait que Célio se montait. D'accord, ouais. Et en fait, nous on a fait faire un prévisionnel, carrément une boîte, le comptable avec qui on est actuellement, hein. Un truc assez carré, et elle fait de toute façon en prendre du comptable avec qui on bosse, il m'a conseillé, c'est tout sauf du conseil. Elle dit d'accord, ok. Et on a porté de l'apport,
on a apporté de l'apport. Elle dit, mais il est où votre apport? Eh bien, l'apport il est là. Mais ça, c'est pas de l'apport, ça. Ah bon, mais c'est quoi alors? Donc on savait que déjà, on avait une personne en face qui avait pas envie de nous écouter, qui croyait pas du tout à notre projet. Du coup, je dis à Mélanie, on prend tout, on se casse, on s'est barré. Et après, les autres banques y ont cru. Sauf qu'après, il y a des décisions qui sont prises, qui sont pas prises à Figeac, qui sont prises au niveau régional. Caisse, Du coup, des banques qui n'ont pas voulu suivre. Des banques un peu vicieuses qui te disent, ouais, mais si vous nous donnez votre accord, on vous promet tel taux, machin, donc un peu risqué. Et à l'époque, j'avais une copine qu'on avait hébergée qui me dit, mais pourquoi tu demandes pas, elle travaille dans une banque, elle est dans le Cantal, pourquoi tu demandes pas à ma banque? J'ai dit, t'imagines dans le Cantal, faire les trajets et tout, ça va être chiant, quoi. Elle dit, demande, on verra, tente, on verra. Et du coup, j'ai bien en effet, ça coûte rien, on file notre provisionnel et tout. Le mec qui nous reçoit, c'était le chargé pro à l'époque de la caisse d'épargne d'Aurillac. Ok. Et le mec, on s'assoit, d'entrée de jeu, il dit, bah, déjà, j'aime vos gueules. Il dit, je crois en vous. Et il dit, moi j'ai deux. Et le gars, il avait déjà étudié ses propositions. Il dit, moi je vous propose ça ou ça. Et en fait, le projet, bam, il est lancé. Et puis, on est resté à cette banque un moment, hein, quand même. Ouais. Après, on a déménagé, on l'a rapatrié quand même dans l'autre après. Ok. Mais au début, ça a été quand même compliqué d'en passer par là. Ouais. Okay. Pas si simple, parce qu'en plus, c'est dans le questionnement. En plus, tu te dis, est-ce qu'on prend ce risque-là? En plus, voilà, il faut convaincre des banques. Donc des fois, tu es dans le doute, tu te dis, mais moi, une fois, j'appelle... qu'on te décourage, en fait. Mais ouais, moi, j'appelle Mélanie, à un moment, j'étais sûr qu'on y va, franchement, ça fait peur, hein. Mélanie, non, elle me dit, d'ailleurs, c'est elle qui me dit, non, on y va, après, on va le regretter. Mais je pense qu'heureusement qu'on était deux, parce qu'à nous deux, on se... Vous équilibriez l'un l'autre, tout à fait. Ok, d'accord. Et après, des moments clés, peut-être, un souvenir, voilà, des moments vraiment où vous êtes dit, t'es là, je pense qu'on tient le bon bout et voilà, on se développe et ça continue. Mais après, nous, après, je sais pas si on a senti ce moment-là, parce que nous, on était trop prudents. Okay. Même nous, le comptable nous disait, ça sert à rien d'avoir cet argent sur le compte. Parce que nous, on voulait de la trésor, parce que quand on rentre le soir chez nous, on est tranquille de dire, c'est au début qu'on attaquait, en fait, on était à zéro. On savait qu'il fallait faire 20 000 parce qu'il y avait 20 000 à rentrer parce que tu avais des dépenses qui arrivaient. Okay. Donc, on a fait ça pendant un moment. Nous, tu rentres le soir, tu dis, putain, t'es pas tranquille. Ouais. Et à partir du moment où on a commencé à avoir de la trésor, là on s'est senti bien, mais il a fallu du temps quand même. Moi là où j'étais fière, parce qu'on peut le dire, c'est vraiment le jour où on a déménagé et qu'on est parti à 3 places Carnot, un magasin un peu plus grand. Là, je trouve que c'était valorisant. Ouais. Et on se dit, tout ce qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait, parce que mine de rien, commerçant, toi tu sais bien, t'es fils de commerçant, c'est quand même des sacrifices, c'est de nombreuses heures et pas que les heures des ouvertures des magasins. Il faut savoir qu'on travaille en amont, qu'on travaille après. Les jours de repos, on est en collègue, on est à droite, à gauche. Les enfants, le mari à la maison, parfois ça râle un peu, hein, mais c'est pas toujours facile. Donc là, pour moi, c'était quand même une fierté, tu vois. Puis le magasin est beau. En plus, vous l'avez vachement bien aménagé. Et puis, il y a des grosses vitrines. Ces grosses vitrines, tu passes devant, tu peux pas la rater, quoi. Allez, toi, en parlant des travaux, pour revenir au tout début de ce que tu disais, là, c'est vrai, on est arrivé, 6 sauteuses, on perçait les murs pour regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière. L'architecte, il dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais là, on tombe tout. Donc, si tu veux, même niveau budget, on savait même pas où on allait. Ouais. Bon, au début, je vais voir le banquier, je dis, bon, je pense qu'il nous faut dans les 65 000 euros. Et en fait, non, moi j'avais chiffré comme ça vite fait, toi t'es de quelques points, parce qu'après il y a la déco, ça va vite aussi. Hein. Bien sûr. Pour achalander le magasin aussi. Et nous après on avait la trésor déjà pour tout ce qui était habillement et tout. Ouais. Et on revient voir le banquier, bon mais on passe même pas la porte, et je dis bon mais je sais pas si on rentrait parce que, ah bon pourquoi? Je lui dis il nous faut plus de 100 000 euros. Mais si c'est bon, allez-y, rentrez. Lui il avait plus l'habitude peut-être, mais c'est vrai que toi de ton œil de extérieur, tu vois, tu te dis mais ça paraît immense alors qu'en fait voilà, quand t'es professionnel c'est une autre perspective quoi. Mais après on en rigole, parce que là on peut en rigoler parce que à l'époque voilà le magasin a quand même les reins solides. Nous on a passé le Covid, c'est pareil, on n'a pas fait le prêt, comment il s'appelait ce prêt là? Oui, le prêt garanti par l'État. Ouais, qu'est-ce que je suis fort. On n'a pas voulu le faire, on a gardé notre salarié, ça n'a pas été facile parce que nous les collections, quand il y a eu le Covid, il faut savoir que nous on a fermé 3 mois. 3 mois, ça représente peut-être, je sais pas moi, de marchandises. 50 000 euros facile, ouais. 50 000 euros de marchandises, mais ça c'est que pour 3 mois et 50 000 euros qui sont payés.
Et du coup, tu peux même pas le vendre. Et quand ça tu rentres continue, du Covid, Tu serres les fesses quand même au tu début. reçois une centaine de cartons Ouais. que tu repayes, si tu veux. Et là, si t'as pas de trésor, t'es mort. Comment vous expliquez aujourd'hui que un magasin comme le vôtre, avec l'avènement d'Internet et tout ce qui s'ensuit, etc., on va pas rentrer dans les clichés, mais ça fait quand même partie de, voilà, des choses qui ont certainement fait mal et au commerce, et particulièrement au commerce de fringues. Comment vous expliquez qu'après 15 ans, que vous soyez encore là, que ça fonctionne, que vous ayez 2 boutiques, pourquoi est-ce que ça fonctionne plus chez vous? Est-ce que c'est la sélection selon vous? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Déjà, on a une clientèle fidèle qui aime ce commerce de proximité, qui adore. Nous, après, on a, à Mélanie, d'entrée de jeu, quand on a monté le magasin, on a dit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas quand on rentre dans un magasin. Moi, j'ai horreur qu'on me saute dessus, comme on colle. Et Mélanie, elle a la même approche que moi, et en plus, elle sort d'un Blue Box, le plus grand Blue Box de France, où son patron, c'était que du chiffre. Du chiffre. Le client, il rentre, il faut que tu le transformes en client. Il ne faut pas qu'il reparte avec un article, il faut qu'il reparte avec 2 articles. Et ça, moi, ça m'a... non. On voulait pas ça. Non. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a une clientèle qui, dans la commune ouverte entre midi et 2 aussi, clientèle qui on va voir peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine. Ouais. Ils savent qu'ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ils se baladent, on va discuter si on a le temps de discuter. On les oppresse pas. S'ils ont besoin, on est là. Et nous, après, avec l'expérience, pareil, il y a des clients qu'on ne connaît pas. Alors, les clients, on les laisse rentrer. On essaie de s'adapter. On essaie de voir si le client, on voit qu'il cherche 2 heures, à lever la tête au ciel, à regarder partout. On dit, lui, il cherche quelque chose, on va y aller. Mais après, voilà, on les laisse libres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui se sent assez libre quand ils viennent au magasin. Ils ne se sentent pas oppressés. Il y en a qui viennent juste pour discuter. Et l'autre jour, il y a une dame, une petite anecdote, ça m'a fait rire. Elle me disait, elle s'était embrouillée avec sa fille. Et cette dame, elle vient en général toutes les semaines, souvent pour discuter. Et sa fille lui a dit, il faut que tu ailles voir un psy. Elle lui a dit, je n'ai pas besoin d'aller voir un psy, il y a Mélanie chez Mélanie. Ça m'a fait trop rire. Elle m'a été trop mignonne. Et tu vois, il y a des gens, ils viennent que parfois pour bavarder. Et ça nous fait plaisir aussi. Et comme je dis souvent, et comme on le dit aux stagiaires, quelqu'un qui rentre et qui n'achète pas aujourd'hui, si tu l'as bien accueilli, il reviendra peut-être dans 1 mois, dans 2 mois ou la semaine prochaine. Voilà. On a des clients fidèles de Paris, Bordeaux, Lyon. Mais pas forcément que du coin. Non. En fait, nous, aujourd'hui, Mirocli marche aussi parce que on travaille beaucoup avec le tourisme. D'accord. C'est hyper important. Nous, on voit l'été, il y a des magasins, tu vas à Toulouse, on connaît des patrons de magasins de Toulouse, ils te disent, nous, c'est des mois morts. Alors que nous, on travaille. Ah ouais. Nous, même dans des grandes villes. Ah ouais, t'as des villes, t'as des magasins qui fonctionnent pas l'été. Et nous, l'été, on travaille parce que c'est une ville touristique, faut que ça reste comme ça. Moi, au début, à Mélanie, on se pose la question, est-ce qu'on va dans une zone quand on voyait le stock qu'on a à gérer, on dit, tu vas dans une zone, tu travailles pas pareil. Enfin, je te parle dans une zone, je te parle pas d'un gros centre commercial, toi. Il y aurait une zone qui se ferait à Figeac. Aller en zone à Figeac, je suis pas sûr que l'été tu travailles comme nous on travaille dans le centre-ville. Ouais, clairement. Non, mais après c'est peut-être plus lié aussi à votre personnalité. Je pense que les gens, comme tu dis, sont fidèles, ils vous aiment bien vous et ça fait des années. Enfin, moi je suis l'exemple par excellence, j'imagine, de la personne qui vient depuis je sais pas combien de temps. Après, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant moi pour consommer aussi, c'est que vous avez su vous positionner sur des marques où il y a un rapport qualité-prix qui est bon. Moi je sais que typiquement aujourd'hui, mais je parle de mon cas personnel, c'est peut-être pas tout le monde, mais on y reviendra après en parlant peut-être de fast fashion. J'ai une horreur, et surtout peut-être, je sais pas, est-ce que c'est un comportement masculin, je sais pas, mais moi quand j'y vais, j'achète et je veux qu'après ça me tienne et que ça reste. Et bon, j'ai pas non plus des moyens, voilà, je roule pas sur l'or, donc je trouve que le rapport qualité-prix dans les marques que vous avez, il est hyper intéressant. C'est très, en plus, je dirais. C'est très actuel en fait, à chaque fois on sent que c'est toujours mis à jour, etc., que vous ne restez pas sur vos lauriers, mais le rapport qualité-prix des marques que vous pratiquez, je trouve, est quand même relativement bon parce que tout le monde ne va pas mettre X argent pour avoir de la qualité, quoi. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est hyper apprécié. Ouais. Je suis d'accord. Non, on est d'accord. Ouais. Et après, pour venir à la fast fashion, ce que tu disais, même nous qui sommes là-dedans et on est là pour gagner de l'argent aussi, c'est une société, il ne faut pas se cacher qu'on est là aussi pour gagner de l'argent. Même nous, on trouve qu'il y a trop de collections. On trouve qu'on propose trop. En fait, le client, il est vite blasé. En fait, il va t'acheter un produit. Allez, dans le mois d'après, il faut changer. Je veux autre chose. Même nous, on trouve que le groupe Besser, on a 8 collections par an. Il y en aurait, franchement, allez, 4
4 et des fois des capsules par-ci par-là pour rentrer de la nouveauté. Les capsules, quand tu parles de les capsules, c'est des collections intermédiaires. Okay. C'est pas des grosses collections, c'est vraiment des petits produits qui vont te rajouter. Ok, donc fast fashion, déjà peut-être pour expliquer rapidement, c'est cette espèce de phénomène où il y a beaucoup de sites internet, beaucoup provenant d'Asie d'ailleurs, les Shein, etc., les Temu, qui en fait vont créer beaucoup de collections, beaucoup de fringues à des prix défiant toute concurrence, vraiment à ras les pâquerettes. Ce qui a évidemment un impact écologique non négligeable, parce qu'on sait que l'industrie du textile, c'est l'une des plus polluantes, ça fait partie des plus polluantes, et donc qui donne des habitudes de consommation un petit peu discutables, on va dire. Et donc ce phénomène-là, est-ce que vous l'avez vu grossir? Est-ce que vous sentez que vous avez peut-être perdu de la clientèle au-delà d'Internet, mais le fait que ce côté où il y a beaucoup de sites aujourd'hui où tu peux acheter à bas prix des fringues, c'est quelque chose que vous ressentez, vous, où les gens continuent à avoir des habitudes de peut-être d'acheter de temps en temps des fringues, mais de façon régulière? Est-ce qu'il y a ce côté à flux tendu, vous le sentez vous ou pas? Après, dans le chiffre, pour l'instant, on reste stable, si tu veux. Ouais. Le seul truc, c'est dans l'évolution à la limite. Ouais, mais je pense que la clientèle qui achète beaucoup sur ces sites, la Temu, Shein, c'est pas la même que chez vous? C'est pas la même que chez nous, non. Franchement, je pense pas. Je pense pas parce que je pense pas que ce soit de la grande qualité. Ouais. Et les gens qui viennent chez nous, comme tu disais, rapport qualité-prix, quand même, ça tient sur le long terme. Enfin, ouais. Non, après, je pense pas que ce soit la même clientèle. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des clients qui peuvent acheter sur Internet et venir chez nous. Mais même en termes de comportement, j'allais dire, c'est-à-dire que même des gens peut-être chez vous qui du coup voient que ailleurs il faut vite renouveler tout le temps en permanence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande ou vous ça reste quand même à taille humaine quoi? Nous on le voit des fois dans le magasin qui est blindé et vous allez rentrer de nouvelles choses. Et là tu te dis je suis là mais non, on peut pas là, c'est plein, c'est plein. Et en fait c'est là où tu te rends compte que aujourd'hui on a une clientèle qui est demandeuse. Alors quand je dis clientèle pas que pour nous en général. Qui est assez demandeuse de nouveautés. Hein. Ouais. Tu vois, c'est comme les téléphones, les iPhones. Tu as le nouvel iPhone qui sort, il faut avoir le nouvel iPhone. Hein. Mais maintenant aussi sur Internet, tu veux un truc, tu tapes sur ton clavier, tu l'as de suite. Tu le trouves, je veux un pyjama rose avec des boutons verts. Tu le tapes, tu l'as sur Internet. Quand tu fais les magasins centre-ville, parfois, tu dois t'adapter à ce que tu trouves. Ok, ouais. Oui, bien sûr. Tu vois, mais heureusement qu'il y a des comportements différents aussi. Des gens qui ne sont pas du tout dans cette consommation-là et qui ont ce plaisir d'aller à l'encontre du commerçant, de parler et de toucher le produit. Heureusement que nous, c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Ouais. Mais après, c'est dur pour tout le monde. Hein. On voit les marques, on n'a jamais eu autant de marques qui est venues solliciter à la porte pour essayer de vendre. Quoi. Ouais. Donc la situation, vous la sentez quand même tendue. Ouais, on sent que tout le monde a besoin de travailler. Quoi. Ouais. Vous avez déjà envisagé de faire de la seconde main? Jamais. Non, jamais. Parce que c'est pareil, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Moi, j'ai vu. Alors, il y a des chaînes même maintenant qui acceptent de reprendre les fringues, etc. Est-ce que c'est un truc qui vous parle ou pas du tout? Seconde main, déjà, il y avait une fille à Figeac qui le faisait à Bowie. D'accord. Qui, je pense, le faisait très bien. Qui s'installe d'ailleurs maintenant rue de la Sous-Préfecture. Ouais, c'est ça, ouais. Qui faisait très bien. Et ce genre de personne, c'est pareil, c'est une personne assez pointue. Il faut vraiment s'y connaître parce qu'elle va aller chercher la pièce, la marque. Il faut vraiment s'y connaître. Hein. Mais c'est vrai que nous on s'est lancé là-dedans, on veut pas s'éparpiller. Nous on fait quelque chose, on reste là-dessus, on veut pas tout s'approprier quoi. Toi Mélanie, est-ce que tu aurais pu potentiellement t'associer avec quelqu'un d'autre que ton frère? Franchement, je pense pas que je l'aurais fait tout à l'heure. Je te disais, le faire à deux pour moi c'était important parce quand il y en a un qui est un peu en bas, l'autre hop là, il le rebooste et vice versa. Je suis pas sûre que toute seule je me serais lancée. Je pense pas que je l'aurais fait, non. Pareil pour toi, Cyril? Ouais, moi je l'aurais pas fait. Soit je l'aurais fait seul, parce qu'à la base je partais seul. Okay. Et quand elle s'est proposée, Mélanie avait envie de revenir ici. En fait, c'est une évidence. Soit je l'aurais pas fait non plus à n'importe qui. À l'époque, déjà quand j'étais à l'armée, je voulais monter une boîte de nuit avec un pote. Okay. Donc on avait monté un dossier. J'avais été à la chambre des commerces à Aurillac. Le mec il m'avait jeune, hein, il m'avait pris au sérieux et tout. Hein. Notre père qui avait un bar avec notre mère, qui connaissait un peu aussi le milieu de la nuit, était chaud. Il disait mais si tu fais ça samedi, bon soirée jeune, le dimanche tu fais guinguette, tu fais venir traiteur. Et déjà j'ai envie de faire quelque chose. Mais mon pote à l'époque,
c'était quelqu'un de confiance, tu vois. Je savais que c'était un mec qui était travailleur. Le samedi, nous, on était à faire les coins avec les copains. Ben, lui, il bossait avec ses parents. Le dimanche matin, il avait beau sortir, il faisait le marché. Donc, je savais avec qui j'allais, tu vois. Bien sûr. Bon, le projet s'est pas fait parce que ça demandait des gros moyens financiers. On était trop jeunes. Mais en effet, après, moi, je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre que ma sœur. Dernière question, qui est la question de tradition de cette interview avant d'en terminer. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de positif pour l'avenir et qu'est-ce que je peux vous souhaiter à tous les deux? Moi, ce que tu peux me souhaiter, et je pense aussi souhaiter à Cyril, c'est une santé de fer. Parce que pour moi, quand tu as la santé, tu as tout. Le reste, tu t'en accommodes, tu fais avec et tout va bien. Trop cool. Elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Super. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était très très cool de vous découvrir sous un autre angle. Les amis, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres. Il y en a plein d'autres avec des profils et des parcours tout à fait différents. N'oubliez pas de mettre un like, abonnement, etc. Je sais que je le répète à chaque fois. Il y en a qui ont commencé à le faire, donc c'est super. Commencez parce que ça m'aide beaucoup pour faire découvrir la chaîne. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. C'était Anto. Je vous embrasse. Ciao, ciao.